Donc, la thématique de cette conférence de presse, c'est bien Hydro 21 au cœur des enjeux énergétiques de demain. Donc, chacun de nous s'est présenté. Pour l'ordre du jour, donc, nous aurons Roland Vidil, qui est le président d'Hydro 21, qui va vous présenter les actualités au regard naturellement de la Covid-19 et de la crise sanitaire et les enjeux de demain pour Hydro 21. Ensuite, nous aurons une présentation de la puissance de la filière régionale, l'hydroélectricité à l'ère de la transition numérique et les 5e rencontres Business Hydro, sachant que chacun des membres du comité de pilotage se présentera personnellement. Et donc, je vous enverrai à la suite de cette conférence la tribune, qui est un support qui a été réalisé par un comité d'experts scientifiques au sein d'Hydro 21 et naturellement le communiqué de presse Business Hydro. Donc, je vais laisser la parole à notre président d'Hydro 21, Roland Vidil, pour vous présenter l'actualité, les enjeux de la filière. Une chose importante, pour des questions techniques, nous vous inviterons à poser vos questions à l'issue de l'ensemble des présentations. Ce sera plus simple parce qu'en termes de configuration technique, c'était un peu compliqué ce matin. Voilà, merci à vous. À tout à l'heure. Bien, bonjour. Donc, moi, je parle dans le noir, là, Marie-Hélène. Oui. Ok, donc je suis Roland Vidil, donc je suis le président de Hydro 21, qui regroupe depuis une vingtaine d'années les acteurs de l'hydroélectricité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc des grandes entreprises, des PME, des chercheurs et d'autres. Notre action est portée par un collectif d'industriels associés aux collectivités territoriales et aux services de l'État. Et ce collectif est aujourd'hui présent et c'est principalement lui qui va s'exprimer juste après moi. Une petite précision, avant tout, nous sommes des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, tous adeptes du travailler ensemble. Et notre objectif, c'est de construire un argumentaire sur le devenir de la filière hydroélectricité. Ah bon. Ici. Excusez-nous, voilà, petit technique, cadrage. Voilà. Alors, donc, notre objectif, c'est de construire un argumentaire sur le devenir de la filière et on a tous une conviction, c'est que l'hydro va jouer un rôle majeur dans l'avenir et, entre autres, permettre le développement des autres énergies renouvelables intermittentes comme le solaire et l'éolien. Et j'espère qu'on pourra montrer cette affirmation par la suite. On a organisé au mois de décembre 2019, donc il n'y a pas si longtemps, une conférence qui s'appelait « L'hydroélectricité, une chance pour le développement des autres énergies renouvelables ». Et vous pouvez trouver sur le site de Hydro 21 les actes de ce colloque et on pourra vous communiquer des informations là-dessus. Alors, je vais planter le décor en deux slides. Voilà. Donc, tout d'abord, les enseignements qu'on a pu tirer de la crise actuelle du Covid. Et il nous a semblé que l'hydroélectricité se trouvait au croisement de 3 enjeux majeurs. Un enjeu énergétique, un enjeu économique et un enjeu territorial. Alors, je reviens très rapidement sur ces 3 enjeux, en sachant que tout ce que je vais vous dire là est largement décrit dans la tribune que nous allons vous diffuser juste après la conférence de presse. Alors, l'enjeu énergétique, c'est accélérer la transition énergétique et développer les énergies renouvelables. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler que l'hydroélectricité, c'est de loin aujourd'hui la première des énergies renouvelables, à peu près 14% du mix électrique, et que c'est une énergie
n'émet pas de gaz à effet de serre. Alors, il faut accélérer la transition énergétique et c'est l'hydroélectricité qui va permettre de développer les autres énergies renouvelables intermittentes comme le solaire et l'éolien. Le vrai défi qui est devant nous sur cette question-là, c'est comment on va passer, pour piloter le réseau électrique, comment on va passer de 5% d'énergie intermittente actuelle à 35% d'énergie intermittente quand on aura réalisé ce qu'on appelle la transition énergétique. Deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. Relancer notre économie et réindustrialiser. Alors là, la crise du Covid a montré le danger de la désindustrialisation de la France avec un manque criant de matériels médicaux. Or, l'électricité est un secteur stratégique pour la France et pour tous les pays développés, avec une demande qui est en forte croissance. Et il se trouve que l'hydroélectricité, à l'échelle française et à l'échelle européenne plutôt, est le premier des producteurs d'énergie hydroélectrique, premier, avec un ordre de grandeur d'environ 30 000 emplois impactés. Donc, réindustrialiser notre pays, c'est mettre en avant les majors, les systèmes qui sont en situation de dominer un peu le marché. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, et on a donc tous les majors de l'hydroélectricité, et ça mériterait que cette situation-là soit mieux mise en avant. Ça, c'est donc le deuxième volet. Enfin, le troisième volet, c'est l'enjeu territorial. Donc, le potentiel hydro est concentré en Auvergne-Rhône-Alpes pour environ la moitié du potentiel. Il s'agit de favoriser l'attractivité de la région, irrigation, tourisme, sport, loisirs. Et l'hydroélectricité est un secteur créateur d'emplois dans l'industrie, le tourisme, et de plus, c'est un secteur qui est très fortement exportateur. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui les enseignements qu'on tire et notre stratégie aujourd'hui est de croiser ces trois enjeux et rendre cohérent l'ensemble de la stratégie. Il ne faut pas en traiter qu'un seul, il faut traiter l'ensemble. Voilà, donc, alors, pour faire ça, quels sont les atouts de l'hydroélectricité pour le futur? Finalement, c'est ça la grande question. Alors, j'en ai pointé 4. Bon, un marché mondial qui est en forte croissance. Voilà, donc l'augmentation, il y a une demande croissante au niveau de l'électricité au niveau mondial, bon, qui est fournie à hauteur de l'ordre de 15% par l'hydroélectricité, dont la capacité va croître de 530 gigawatts d'ici 2040. 530 gigawatts, pour donner un ordre de grandeur, hein, c'est si un réacteur nucléaire c'est 1 gigawatt, ça fait 530 réacteurs nucléaires d'ici 2040 qui vont se constituer à l'échelle de la planète. Alors, est-ce qu'on veut, nous, en France, participer à cette bagarre, notamment avec des concurrents qui sont féroces comme les Chinois et d'autres, ou est-ce qu'on veut, ou est-ce qu'on veut pas? Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est la flexibilité. Donc l'énergie hydroélectrique, c'est une énergie pilotable. Et aujourd'hui, la question centrale, c'est quels sont les équilibres que l'on va trouver entre les énergies pilotables comme l'hydroélectricité et d'autres, et puis les énergies intermittentes, pour faire un pilotage flexible, sûr et réactif du réseau. Donc ça, c'est une des grandes qualités de l'hydroélectricité, sa flexibilité. Une autre, c'est le stockage de l'électricité. Donc vous savez que avec le développement des énergies intermittentes, il y a des moments où on va produire trop, des moments où on va produire pas assez, et donc il va falloir stocker
l'électricité. Et aujourd'hui, 98% du stockage d'électricité se fait par les lacs de barrage et par les stations de transfert d'énergie par pompage. Et enfin, donc, le quatrième volet, c'est l'innovation et les nouvelles technologies digitales dans la petite et dans la grande hydraulique pour améliorer les performances techniques et puis pour faire une meilleure intégration environnementale. Et ça sera longuement décrit par la suite par mes collègues. Voilà, j'en ai fini et je vais donc passer la parole à Jean-Éric Carré, un trio, on va dire. Bonjour à tous, je me présente, je suis Jean-Éric Carré, je représente en fait Alpidro Association, qui est une association de producteurs autonomes sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais également sur les Alpes. Donc Roland vous a parlé du futur, mes collègues, vous verrez, vont vous parler du présent. Moi, je voulais faire un petit retour sur le passé, simplement pour remettre un petit peu la région Rhône-Alpes dans le contexte hydroélectrique. Chez nous, c'est 150 ans d'histoire d'hydroélectricité, avec une présence industrielle très forte, qui a pu se développer en fait parce qu'on avait réuni trois facteurs, je pense, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le premier facteur, c'était la technologie. La technologie était là parce que pendant tout le 19e siècle, les inventions ont permis de développer les turbines, ont permis de développer les équipements électriques, que ce soit les alternateurs, les génératrices, les transformateurs. Et on était prêt, fin du 19e siècle, à développer l'hydroélectricité. Le deuxième facteur, c'était la ressource. Évidemment, les Alpes sont très fournies. C'est pas pour rien qu'on est le berceau de la houille blanche. Il y a effectivement une ressource durable et quasi illimitée. Et ça a été bien compris dès le 19e siècle par les industriels qui s'y sont installés. Le troisième facteur, et peut-être le plus important, c'est le besoin. En fait, la filière n'a pu se développer que parce que le besoin a été là, il a été soutenu pendant toute la durée du XXe siècle. Alors, au départ, ça a été les industriels, les papetiers notamment, pour laisser des grands noms dans l'histoire de l'hydroélectricité, comme Bergès, Matussière, Frédé et d'autres. Mais aussi l'électrométallurgie, l'électrochimie qui s'est beaucoup développée, notamment sur la vallée de la Romanche. Et donc, il y a eu énormément de besoins, effectivement, d'abord de puissance motrice mécanique, mais après de puissance électrique, dès lors qu'on a su effectivement transformer cette puissance motrice des torrents en énergie électrique. Et puis, ce besoin industriel qui a permis vraiment le démarrage de l'hydroélectricité, il a été soutenu parce que d'autres besoins sont apparus, donc des besoins en électrification des communes, notamment des grandes communes dans un premier temps, avec Grenoble, et puis ensuite des communes rurales. Et puis les besoins des ménages qui commençaient à voir le bienfait de l'électrification allant en augmentant, les besoins des industriels allant en augmentant. Les industriels n'ont eu de cesse de développer de nouveaux moyens de production. Et la plupart des installations qui fonctionnent encore aujourd'hui ont été construites dans la première moitié du XXe siècle. Ça s'est pas arrêté là parce que le réseau se structurant, parce que les besoins continuant à croître, de grands projets ont vu le jour après la nationalisation sous l'égide d'EDF, avec un besoin de structurer et de sécuriser le réseau électrique français qui se mettait en place. Et tout ça, en fait, ça a permis, parce que c'était des besoins durables, donc une vision de long terme, à de nombreuses entreprises de se développer, de s'installer, et des grands noms ont vu le jour sur le bassin grenoblois notamment, et ont développé des entreprises qui sont devenues des leaders au niveau international, et dont certaines subsistent encore, que ce soit dans le domaine des conduites forcées, des turbines,
des équipements électriques. Alors effectivement, c'est pas sur la diapo, mais j'aurais pu le mettre. Merlin Gérin, en 1901, s'est installé à Grenoble, mais aussi des entreprises de génie civil qui ont construit les aménagements. Voilà, c'est ce passé-là qui justifie quand même aujourd'hui l'importance de notre activité régionale et tout son essor. Donc je passe la parole maintenant à Emmanuel. En attendant, petite transition technique, nous allons admettre une autre journaliste qui vient de nous rejoindre. Donc, Bonjour Emmanuel Perret, donc moi je suis le directeur général de CIC Orio, qui est une entreprise qui est très présente dans la maintenance des installations hydroélectriques localement et dans la région. Donc Jean-Éric vient de nous parler un peu de l'histoire, d'où vient l'hydroélectricité chez nous, et là maintenant moi je vais vous parler un peu du présent, puisque aujourd'hui effectivement on voit qu'on est à l'heure de la transition écologique, en tout cas on cherche à décarboner nos énergies. On est aussi un peu à l'heure de l'actualité un peu critique d'une grosse épidémie, d'une crise sanitaire et qui génère une forte crise économique. Et en ce moment, on parle de plan de relance et nous, on pense ici à Hydro 21 que l'énergie hydroélectrique doit être au cœur de ces plans de relance et au cœur de cette transition. Je pense que, comme l'a expliqué Jéric, il y a une légitimité et il y a plein d'arguments, dont cette filière qui est en place, qui est forte, qu'on va présenter maintenant, qui justifie cela. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, dans cette transition écologique, dans ces énergies renouvelables, on parle beaucoup d'éolien, on parle beaucoup de solaire, on parle maintenant d'hydrogène, et on parle trop peu, à notre avis, de l'énergie hydroélectrique, qui a une belle histoire, qui a un parc aujourd'hui impressionnant, une filière robuste, et qui a beaucoup de potentiel. Et notamment, le premier étant que c'est la première filière aujourd'hui et la première source d'énergie renouvelable en France. Et de loin s'en faut, avec 12% de la production totale du parc énergie est loin devant les deuxièmes sources d'énergie renouvelable. 20 000 emplois directs et indirects. C'est une vraie filière puissante en France. Et quand on fait un focus dans l'énergie, dans notre région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est encore plus vrai. Presque la moitié de l'énergie hydroélectricité est produite dans notre région. On a la chance d'avoir des montagnes, on a la chance d'avoir des fleuves, ce qui génère une multiplicité de types d'installations, que ce soit des barrages, des retenues, des steppes, aussi de toute taille. Dernièrement, on a vu un très fort développement de tous les parcs de petites centrales. On a maintenant en région plus de 50% du parc est ici. Et tout ce parc, toute cette ressource et cette production d'énergie est accompagnée par une filière complète qui représente 5000 emplois en local et plusieurs centaines d'entreprises et qui couvre toute la chaîne de valeur, comme je le présente ici sur le slide, puisqu'on a effectivement la chance d'avoir de grands donneurs d'ordre, de grands exploitants avec EDF, CNF, avec comme Jean-Éric le disait, Alpidro, association avec une multitude de petits sites qui se développent, GEG aussi. Donc, et toute cette production, ces exploitants sont accompagnés par toute une filière qui va de l'amont, vraiment dès le début, avec des centres de formation pour ramener toutes les compétences nécessaires, que ce soit le groupe INP avec INSECUL. Donc vraiment un accompagnement universitaire, un centre de formation, aussi bien pour former les cadres et les intervenants de la filière de demain, mais aussi pour dynamiser cette filière et en recherche et développement et développer des nouvelles solutions pour aussi bien améliorer les performances que développer les capacités. Et donc, au milieu, forcément, on retrouve toute la filière industrielle avec toutes les entreprises de maintenance, de services autour, ça qui couvre une multitude de métiers. Aujourd'hui, dans la salle, on a des gens qui font de la chaudronnerie, on a des gens qui font de l'électricité, de l'automatisme, de la mécanique. Donc, un vrai écosystème qui est en place et qui se développe et qui vit, et des savoir-faire qui sont quasiment uniques, et qui peuvent être un vrai levier pour développer la région Rhône-Alpes, la faire rayonner aussi bien au niveau national qu'international, mais aussi
qui est aussi un vrai levier pour effectivement nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de mix énergétique pour les années à venir. C'est vraiment la vision qu'on a au sein d'Hydro 21. On pense que c'est le but d'Hydro 21. Et je vais laisser maintenant Antoine vous présenter un peu justement nos objectifs au sein d'Hydro 21. Bonjour à tous, donc je m'appelle Antoine Parret, je représente le groupe Artelia, qui est une société d'ingénierie pluridisciplinaire et notamment dans l'hydroélectricité. Et je suis directeur d'une entité qui s'appelle Spretec, qui est une des filiales du groupe qui intervient en ingénierie mécanique. Voilà, donc, il nous paraissait important de rappeler les raisons d'être de notre association Hydro 21, qu'on pense comme un catalyseur des énergies de l'écosystème unique qui vous a été présenté sur la slide précédente. Donc Hydro 21 comme un fédérateur de cette filière régionale, une association dynamique puisque le nombre d'adhérents a été multiplié par 6 en 3 ans, qui est aujourd'hui mature puisqu'elle fêtera ses 20 ans très prochainement, en 2022. Et aujourd'hui, voilà, Hydro 21 a une nouvelle ambition, c'est de devenir la structure support de l'hydroélectricité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre association Hydro 21 a 3 missions principales que vous voyez sur la droite de l'écran. La mise en réseau d'affaires, la promotion de l'hydroélectricité et la diffusion de l'innovation. Et pour accomplir ces 3 missions, voilà, 3 événements majeurs ponctuent l'année au sein de Hydro 21. Et aujourd'hui, on est réunis pour vous parler notamment de Business Hydro, dont le contenu vous sera présenté plus précisément en fin d'intervention. Mais les objectifs de cet événement Business Hydro, c'est de promouvoir, faire la promotion et promouvoir la visibilité de l'hydroélectricité. C'est également de partager des savoir-faire et des expériences entre les entreprises, entre les universitaires, entre les donneurs d'ordre. C'est de faire se rencontrer les besoins et les compétences. Et puis c'est surtout un creuset de partenariat de par l'organisation de cette manifestation. Voilà, donc Hydro 21 se positionne comme un catalyseur des énergies de la filière et pour amplifier la performance et son dynamisme. On va maintenant parler d'innovation et je vais passer la parole à Pascal. Merci. Je vais commencer. Bonjour, je m'appelle Sylvain Grillet, je suis le responsable du business Digital Hydro au sein de General Electric Énergie Renouvelable, actuellement basé à Grenoble. Donc, l'objectif aujourd'hui de mon business, en fait, c'est d'accompagner les exploitants de centrales hydroélectriques dans leur transformation digitale. Donc, aujourd'hui, notre proposition de valeur de mon organisation, c'est vraiment d'apporter une combinaison unique entre l'expertise métier hydro et les solutions digitales de pointe. Voilà, je peux passer la parole à Pascal. Pascal Mioche, je suis le président d'Automatique Industrie, donc nous sommes une PME d'une centaine de personnes. Donc nous, notre métier, c'est vraiment l'ingénierie et l'intégration de systèmes automatisés, de systèmes numériques autour de tous les sujets d'énergie, alors en grande partie, et que ce soit les hydro, les énergies renouvelables et toute la problématique du mix énergétique. Donc voilà, donc l'idée là, c'était donc le premier slide arrive à nouveau. C'était de faire un petit focus sur les questions du numérique, du digital. En fait, on l'appelle un peu comme on veut. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'usine du futur, de l'industrie 4.0. Boréal Hydro est complètement dans ce périmètre-là. Tout ça, ça va avec des questions de big data, d'augmentation des capacités de stockage, d'augmentation des débits des réseaux informatiques et de capacité de calcul des systèmes. Donc,
la question d'aujourd'hui, qu'on va zoomer un petit peu plus avec Sylvain jusqu'à un exemple très concret, c'est de se dire, finalement, ça n'est pas parce qu'on a des systèmes qui sont relativement anciens que ces systèmes-là ne sont pas considérés comme concernés par le numérique. Une turbine qui est installée depuis 70 ans au fond d'une vallée, elle est concernée par le numérique aujourd'hui, et notamment par la gestion de la performance. Donc, finalement, c'est se dire, c'est comment l'enjeu, c'est comment, finalement, depuis, c'est ça qui est génial, finalement, c'est de comment aller jusqu'au fond de nos vallées, au fond de nos ouvrages bien implantés, avec nos lacs bien tranquilles. C'est comment gérer ce tsunami, finalement, du numérique et en faire quelque chose de positif et intégré dans un mix énergétique global. Donc, je vais reprendre après. Donc, ce qu'on peut vraiment se demander, c'est, comme disait Pascal, c'est pourquoi, en fait, l'hydroélectricité aurait besoin de cette transition numérique, cette transformation numérique. Et je pense que ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est vraiment l'hydroélectricité joue un rôle majeur dans la transition énergétique, de par ses propriétés de grande capacité de stockage et de flexibilité. Donc, afin vraiment de pouvoir intégrer au mieux les énergies renouvelables intermittentes, type solaire et éolien, sur le réseau. Donc, aujourd'hui, de par cette position majeure dans un contexte économique complexe, l'hydroélectricité doit faire face à plusieurs challenges actuellement. On parle notamment du déclin du prix de l'électricité, de certaines centrales qui sont justement assez anciennes, donc qui nécessitent une certaine modernisation. On parle aussi de changement de cas d'usage, parce que pour intégrer au mieux ces énergies renouvelables, il va peut-être falloir maintenant démarrer et arrêter beaucoup plus fréquemment. Il va falloir explorer des zones de fonctionnement qui n'étaient pas définies à l'origine. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec la crise sanitaire, on voit se mettre en valeur ce besoin de pouvoir gérer ses assets, ses équipements à distance et aussi de limiter la présence de personnel sur site. Donc aujourd'hui, finalement, face à tous ces défis, donc avant, très bien. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez raté juste la dernière partie. Donc, après les changements d'usage, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, la crise sanitaire a soulevé le besoin de pouvoir gérer ces équipements à distance et de pouvoir aussi limiter le personnel sur site. Donc, afin de relever tous ces défis, aujourd'hui, l'hydroélectricité est en train de prendre le tournant du numérique. Et en fait, la numérisation va permettre justement par exemple, transformer finalement ces défis en opportunités. Et quand on regarde, par exemple, la numérisation au sein elle va nous permettre, par exemple, d'améliorer, d'optimiser la façon dont on opère et on maintient les centrales hydroélectriques, avec des bénéfices escomptés étant à la réduction des coûts, les coûts d'opération et potentiellement aussi différer certains investissements, la réduction de la probabilité d'occurrence de défaillance ou d'arrêt non programmé, et pour finir, l'augmentation de l'efficacité et des revenus générés. Donc, aujourd'hui, les solutions digitales qu'on met en place, en fait, peuvent se focaliser sur de la maintenance prédictive ou prévisionnelle, par opposition à la maintenance préventive, qui, elle, va être axée sur des contrôles périodiques des équipements. La maintenance prédictive va permettre d'optimiser les activités de maintenance sur l'ensemble du cycle de vie de l'équipement, en prenant en données d'entrée des informations sur l'état de santé de l'équipement. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des algorithmes de machine learning, d'apprentissage automatique, qui sont alimentés par des données d'opération et qui vont nous permettre de détecter des défauts avant qu'un problème catastrophique ne se produise ou une casse potentielle. En ayant cette information, un technicien va pouvoir agir avant potentiellement un arrêt non programmé de la machine. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les défauts ne sont pas applicables là-dessus, mais il y a pas mal de choses qu'on peut déjà voir en avance de phase, en regardant l'anomalie sur certains équipements. Une seconde application qu'on peut également citer par rapport aux solutions digitales, notamment sur la flexibilité. Donc, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, la flexibilité est aujourd'hui nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes au réseau, donc solaire et éolien, ce qui implique plus de démarrage-arrêt ou d'explorer de nouvelles zones de fonctionnement. Et donc, les solutions digitales vont nous permettre justement
de modéliser l'usure de l'équipement, de suivre l'usure de l'équipement, en fait, par rapport aux nouvelles opérations, et de permettre de quantifier la durée de vie restante de cet équipement pour maîtriser au mieux les différents nouveaux cycles, nouveaux cas d'usage sur lesquels on pourrait être amené à travailler. Voilà, donc j'en ai fini de ma partie. Je vais repasser la parole à Pascal. Hop, On va peut-être aller sur un exemple concret. Donc, c'est vrai que pour illustrer en même temps l'écosystème local autour des questions d'hydroélectricité, GE avait lancé un concours Open Innovation il y a quelques mois, puis Automatic Industry qui travaille sur des sujets de machine learning justement, donc à postuler, puis on a été retenu aujourd'hui effectivement ce prix qui n'était qu'un prix au départ et c'est concrétisé par une vraie collaboration. Donc là finalement Automatic Industry, on ne prétend pas être GE, hein, donc nous on peut travailler sur des sujets pointus, assez précis et finalement produire des briques qui vont être intégrées par un grand groupe. C'est quelque chose qu'on va faire assez régulièrement. Donc le principe du machine learning finalement c'est de se dire on profite de ce qu'on connaît du passé, on le compare avec ce qui se passe aujourd'hui pour prédire le futur. Donc finalement l'exemple avec GE, alors là on n'est pas forcément en production pure, on est plus sur de la conception en amont, hein, mais le principe du machine learning est un peu toujours le même. Donc ça veut dire qu'on a des gros volumes de données, j'en reviens aux questions de puissance de calcul et tout ça. Mais sur le principe, sur la conception d'une turbine, alors je vais un peu caricaturer, puis mais c'est pas caricaturer, mais sans dévoiler non plus exactement ce qu'on fait. Mais GE conçoit des turbines depuis des années. Et le processus de conception classique, c'est de se dire, on a des ingénieurs qui travaillent en bureau d'études, qui font du design, et puis on construit la turbine. Cette turbine, on l'essaye. On a des processus d'essai, on mesure que ça fonctionne par rapport à ce qu'on avait prévu. Et puis on revient en arrière, on fait un deuxième proto, ainsi de suite. Ce qu'on fait là, c'est finalement de se dire, et si on prenait l'ensemble des turbines conçues par GE, depuis l'origine, enfin toutes celles où on a des données, et finalement se dire, on va essayer de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, les caractéristiques de l'une ou de l'autre finalement. Et puis à la conception, donc le bureau d'études, lui, il va dire, je conçois une nouvelle turbine. Le bureau d'études va nous livrer l'état de la conception, et nous, on va, par rapport à l'apprentissage qu'on a fait de tout ce qui existe ailleurs, on va se dire, on va simuler nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est capable de générer une série de tests, de faire comme si la turbine existait sans qu'elle existe. Ce qui veut dire qu'on est capable donc de gagner, de court-circuiter des étapes et de réduire les coûts énormément, puisqu'on réalise le test. Et pire que ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit, ouais, mais mince, ma turbine, c'est pas comme ça que je voudrais qu'elle marche. Donc ce paramètre, il n'est pas bon. Donc je vais corriger le paramètre dans le simulateur. Et le simulateur, il recalcule en sens contraire ce qu'il faut modifier dans l'étude de turbine d'origine. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais le principe du machine learning, c'est ça tout le temps. Ça va être la même chose, se dire comment on surveille une installation et on est capable de se dire, tiens, il se passe des trucs bizarres, j'ai des millions d'informations, il y a un truc qui se passe pas normalement, donc on a peut-être une panne qui arrive, donc on intervient avant que la panne soit arrivée. Voilà un des gros intérêts du numérique. Et du coup, tout ça, c'est valable, ça s'applique sur des très vieilles installations parce que ça permet quand même d'optimiser des installations qui sont très anciennes et de faire avec des turbines anciennes sans forcément les changer tout de suite, juste les améliorer la performance. C'est tout pour moi. Bonjour, on va passer à la dernière partie de la présentation, donc centrée sur l'événement Business Hydro. Donc moi, je suis Manuel Lenas, je travaille à EDF Hydro Alpes et je dirige un programme qui s'appelle Une rivière, un territoire. Je vous donne 3 chiffres pour illustrer ce que disaient mes confrères sur la puissance de la filière ici hydraulique dans la région. À EDF Hydro, on a 1 salarié sur 2 qui travaille dans cette région. Donc, 1 hydraulicien sur 2 en France à EDF travaille dans la région. Et notre production, ici sur le sillon alpin, c'est 1/4 de la production nationale. Donc, je confirme et je valide
voilà, que la force de cet écosystème est unique en France et probablement unique à l'échelon européen. Je vais passer au slide suivant. Voilà. Donc, si on devait résumer l'événement Business Hydro qui aura lieu le 10 novembre prochain, c'est devenu en 5 ans un événement de référence pour les acteurs de la filière. Donc, ça s'est passé très vite. On a démarré en 2016 avec bon nombre de confrères ici présents, avec une démarche un peu voilà, empirique, si on faisait un événement qui rassemble notre industrie locale. Et puis rapidement, d'année en année, on a pris 100, 150 personnes de plus. Et l'année dernière, nous étions à peu près 700 participants. On verra ce que ça donne cette année. Et puis c'est un événement 2 en 1, c'est-à-dire que c'est d'abord une rencontre d'affaires. Donc il y a bien une logique d'écosystème industriel de manière à ce que les gens se connaissent, se rencontrent, se parlent entre grands donneurs d'ordre, grands groupes, mais aussi les PME et les TPE spécialisés dans ce monde de l'hydroélectricité, de façon à ce qu'on suscite les coopérations, on suscite la force de ce réseau. Donc c'est d'abord une rencontre d'affaires, et puis on profite de cette rencontre d'affaires pour donner à voir aux acteurs de la filière les grandes perspectives du marché. Et donc à chaque fois, chaque année, on a une table ronde, une conférence avec un grand témoin de l'industrie hydroélectrique, et on donne voilà des sujets centraux qui structurent l'avenir de la filière. On en parlera un petit peu tout à l'heure après. Donc deux événements en un, et puis qui représentent ce qu'est Hydro 21, c'est-à-dire à la fois stimuler les coopérations, on va dire, entre les acteurs. Ensuite, si on monte d'un cran, faire rayonner notre écosystème régional, dont l'excellence est reconnue en France, en Europe et aussi dans le monde. Et puis, troisième moment, c'est un événement voilà, qui permet de réaffirmer l'importance de l'énergie hydroélectrique. Roland Vidil vous a expliqué les enjeux qui tournent autour de cette industrie à l'heure de la transition énergétique. Et puis, le deuxième point pour le caractériser, donc c'est un événement collectif. Vous le voyez aujourd'hui avec les intervenants. Et puis, avec un esprit de communauté. C'est-à-dire que quand vous allez sur Business Hydro, vous verrez que les grands majors, les grands donneurs d'ordre ont 4 mètres carrés, comme les petites entreprises, comme les TPE. Et donc, c'est vraiment organisé dans un esprit voilà, de communauté des acteurs de l'hydroélectrique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà à peu près pour le concept. Et donc, je passe la parole à Jean-Baptiste. Alors, je suis Jean-Baptiste Dumas, directeur régional de Ponty Frères, une entreprise qui œuvre dans l'hydroélectrique sur des activités de mécanique et de métallurgie, dans la maintenance comme dans les travaux neufs. Donc, effectivement, ces rencontres, le premier témoin du succès de ces rencontres des années précédentes, c'est le nombre croissant d'exposants qui souhaitent participer à ces rencontres. Et sur la 5e édition, on a 20% de plus d'exposants que l'année dernière, avec 85 professionnels de l'hydroélectricité qui ont répondu présents. Donc ça montre bien qu'ils ont trouvé un intérêt aux éditions précédentes, puisqu'ils reviennent encore plus nombreux. Ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les métiers sont confondus à travers cette représentation, puisqu'on trouve des grands producteurs d'énergie, des plus petits. On retrouve les acteurs de l'ingénierie, de la construction, les sous-traitants associés, avec, comme l'a dit Manuel, des grosses entreprises comme des très petites, qui ont tous leur action et leur pion à jouer dans cette grande aventure de l'hydroélectricité, ainsi que des acteurs de la formation et de la recherche. Donc c'est vraiment tout cet écosystème, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé, mais je pense qu'il est très représentatif de ce que c'est que la grande famille de l'hydroélectricité. Donc on retrouvera tous ces gens-là qui vont animer des stands et partager leur expérience, montrer leur savoir-faire, et tout ça dans l'esprit également de faire briller cette belle énergie. Ensuite, sur ces rencontres, nous avons l'honneur d'avoir comme président pour cette 5e édition, nous avons Jean-François Caramco, qui est le président de la commission de régulation de l'énergie, qui commencera sur l'ouverture de cette édition par nous présenter à travers une conférence le thème « Quel futur pour l'hydro en France ?» et qui fera les conclusions de chacune des interventions qui sont prévues tout au long de la journée. Nous avons également décidé de reconduire le village expert business, qui avait été initié sur l'édition de l'année dernière et qui avait remporté un vif succès, avec cette fois-ci 8 grands donneurs d'ordre, donc qui vont partager leur feuille de route
pour expliquer à tous les participants de ce village expert les grands projets qu'il prévoit de déployer sur les années à venir. Et il y aura également des rencontres par rendez-vous privés qui ceux-ci sont réservés aux exposants qui participeront à cette rencontre, qui seront inscrits. Ensuite, on aura une séquence spéciale Covid-19 et après, de façon à ce que chacun partage les expériences donc de ce deuxième trimestre qui a été fortement perturbé et qui a perturbé notre industrie et notre économie. Donc l'hydro n'était pas en reste par rapport à ça. Le but étant de partager les retours d'expérience, comment les uns les autres ont pu sortir de cette situation. D'ailleurs, on n'en est pas encore sorti. Voir quelles opportunités ça a pu générer. Donc ça, c'est aussi dans l'esprit de communauté, de partage d'expérience et de transfert de savoir-faire qui peut aider les uns et les autres à trouver des solutions aux contraintes qui sont imposées par cette crise sanitaire. Enfin, ce qui sera une avant-première également, c'est la diffusion d'un film qui a été, d'un clip vidéo qui a été produit pour attirer les jeunes dans cette filière. Et on a considéré que ce qui était le plus parlant pour attirer les jeunes, c'est de faire parler les jeunes eux-mêmes. Donc il y a un clip vidéo qui a été produit en partenariat avec Hydro 21 et le conseil départemental de l'Isère. Donc ce clip sera diffusé en avant-première. Donc c'est, je le rappelle, produit par des collégiens, pour des collégiens. Ce film qui s'appelle Des métiers et des hommes. Voilà pour ces 5e éditions. Je pense qu'on arrive à la phase de questions.